Salut à tous, c'est Nico. Les gens qui me suivaient sur mon autre chaîne vont se demander pourquoi j'en utilise une nouvelle. Eh ben c'est très simple, comme je suis un abruti, j'ai perdu les accès à mon compte, j'avais mis un faux numéro de téléphone, et Google me demande maintenant un SMS pour m'authentifier, et donc impossible de la récupérer. Mais c'est peut-être mieux car cette vidéo va être différente de ce que je publie d'habitude. Ça ne va pas être des let's play sur Adibou ou des parodies de chasseurs d'appart cette fois, ça va être une thématique différente, un format différent, et c'est peut-être plus pertinent de la publier sur une chaîne dédiée. Je vais aborder un sujet à la fois politique et personnel. À une époque de ma vie, j'étais un fasciste 2.0. Quand je dis ça, ce n'est pas exactement la même chose qu'un facho, et qui est l'usage courant qu'on fait du mot pour désigner les racistes et les réactionnaires en général. Un fasciste, c'est un raciste et un réactionnaire, mais qui a des idées précises et un projet précis. J'étais pas seulement raciste, j'étais convaincu que les Français de souche, entre guillemets, c'est-à-dire les Blancs originaires d'Europe de l'Ouest, des classes moyennes et des classes populaires, le vrai peuple français, menaient une guerre de survie contre plusieurs ennemis, une guerre de classe contre un capitalisme cosmopolite, et une guerre de race contre les immigrés. J'étais pas seulement réactionnaire, je pensais que la société occidentale était dégénérée, qu'elle était décadente et que le seul moyen de la régénérer, de retrouver nos valeurs essentielles, c'était par la violence. C'était en détruisant les institutions, en détruisant le gouvernement et en purifiant moralement et physiquement le peuple français par la violence, par la souffrance, par une guerre civile. Contre qui est-ce qu'on allait combattre dans cette guerre civile? Tout d'abord contre une élite internationale, une superclasse mondiale composée de chefs d'entreprise, de politiciens corrompus, de propriétaires de presse, de milliardaires. Dedans, il y avait l'Union européenne, le gouvernement français, Georges Soros, Angela Merkel, Vincent Bolloré, Jacques Attali, etc. Certains disaient que c'était les juifs qui contrôlaient tout. Moi, je voyais plutôt une sorte de mafia capitaliste avec un idéal, nous asservir. Faire de nous des individus interchangeables, des individus sans spécificité, sans culture, sans tradition, qui seraient plus faciles à manipuler pour servir des intérêts économiques. L'autre ennemi, c'était un ennemi qui était importé par cette élite, les immigrés extra-européens, typiquement les Maghrébins, les Arabes, les Nord-Africains, les musulmans d'Asie centrale. C'était des gens qui étaient vus comme inassimilables, trop différents de nous, des gens qui avaient une animosité naturelle contre nous, les Français de souche, soit pour des raisons historiques, soit religieuses, soit culturelles. Il n'y avait pas de réconciliation ou de compromis possible avec eux, il n'y avait qu'une lutte pour le pouvoir, de laquelle sortirait un perdant et un gagnant. Celui qui triomphe écrase les autres et impose sa vision du monde, c'est la loi du plus fort. Mes références étaient Renaud Camus, le théoricien du grand remplacement et du remplacisme global, Théodore Kaczynski, le terroriste écologiste qui prédisait l'effondrement de la société industrielle et qui affirmait que la violence était légitime contre le système, les fascistes italiens et les bolcheviks en Russie parce que leur devise était « la fin justifie les moyens », mais c'était surtout dans la doctrine fasciste que je me retrouvais le plus. L'histoire c'est la violence, les peuples les plus forts, les plus combatifs dictent les règles aux faibles, les droits de l'homme, l'égalité universelle, tout ça c'est des aberrations. Il n'y aura jamais d'égalité entre les êtres humains, et il faut rétablir l'ordre naturel des choses en faisant tomber les démocraties décadentes par une révolution violente. À ce stade de la vidéo, vous devez vous poser la question suivante. What the fuck? Comment est-ce possible d'avoir des convictions aussi extrêmes? Eh bien c'est ce que je vais tenter d'expliquer avec cette série de vidéos qui s'appelle Témoignage d'un jeune con, analyse des mouvements d'extrême droite par un ancien sympathisant. Avant de continuer, je vais me présenter de façon rapide pour établir le contexte dans lequel je me suis radicalisé. Je m'appelle Nicolas, je suis un homme ordinaire qui a grandi dans une famille ordinaire, dans un milieu privilégié. J'ai pas connu de maltraitance ni de traumatisme psychologique pendant mon enfance. En revanche, j'ai jamais été vraiment intégré au milieu scolaire, de l'école maternelle jusqu'au lycée. On peut pas dire que j'étais martyrisé. J'ai été harcelé quelques fois et j'ai harcelé moi-même des gens. Par contre, je me sentais pas à ma place. Je comprenais pas grand-chose aux normes sociales et j'étais la plupart du temps solitaire. J'avais pas beaucoup d'amis. Pendant l'école primaire, il y avait beaucoup de confrontations avec les autres gamins, ça s'insulte, ça se cherche, les trucs habituels. Au début, j'allais voir les adultes quand je me faisais emmerder parce que c'est ce qu'on me disait de faire, d'aller voir les figures d'autorité. Mais quand je me suis tourné vers ces mêmes adultes, on m'a rapidement fait comprendre qu'on pouvait rien faire et que je devais me débrouiller seul. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à insulter en retour et à cogner. Et souvent ça marchait. Ceux qui se prenaient des coups revenaient plus me faire chier. À partir du collège, ça s'est calmé, j'ai arrêté de me battre. Cependant, j'avais cette conviction qui était bien ancrée dans mon cerveau, qu'on ne peut pas vraiment faire confiance aux autorités et qu'il est légitime de se faire justice soi-même. Par la suite, j'ai fait des études d'art dans lesquelles je me suis épanoui.
Je me suis fait beaucoup d'amis à cette époque. J'avais des convictions politiques d'extrême gauche et déjà une forme de fascination pour la violence. J'étais pour une révolution anticapitaliste, pour abattre un système qui était corrompu, si nécessaire par une insurrection, par des affrontements avec les forces de l'ordre et ceux qui détiennent le grand capital. À l'époque, ma colère était dirigée de façon abstraite, contre la classe politique, contre les riches. Le basculement s'est fait vers ma dernière année d'études. Le diplôme approchait et je me suis rendu compte que faire carrière dans le milieu de l'art n'allait pas être une chose facile, que les deux options que j'avais, ce serait soit de vivre de ma passion de façon précaire, le RSA, les colocations, les boulots à mi-temps, soit m'orienter vers un boulot complètement différent, qui serait plus stable et qui rapporterait plus d'argent. J'étais anxieux à propos de l'avenir, j'ai commencé à déprimer sévèrement et à avoir des pensées suicidaires, à être de plus en plus en colère. C'est à ce moment que je suis tombé sur des médias d'extrême droite, en particulier le média de presse identitaire f2souche.com. J'y ai vu des articles qui affirment que l'immigration coûte des milliards à la France, que les statistiques de criminalité ont explosé en France et dans toute l'Europe avec l'arrivée des réfugiés. Mais ce qui m'avait le plus marqué sur ce site, c'était la masse de vidéos et de faits divers qui dépeignent des agressions ultra-violentes. Évidemment, ces faits divers sont sélectionnés de sorte à montrer uniquement des agressions commises par des non-blancs. J'ai commencé à regarder le contenu d'influenceurs comme Damien Rieu, Daniel Conversano, Julien Rochdy, et du fait de l'état d'esprit dans lequel j'étais, leur message m'a parlé. Étant donné que j'avais une grande méfiance vis-à-vis des institutions, j'ai été persuadé que si tous ces faits divers existaient et qu'on en parlait très peu à la télévision, c'était forcément que le gouvernement voulait cacher la vérité, qu'il voulait éviter de faire prendre conscience aux Français de souche que c'était eux les principales victimes d'agression, et que les véritables racistes et les véritables agresseurs c'était les Noirs et les Arabes. À cette époque, j'avais besoin d'un cadre intellectuel pour extérioriser la négativité que j'avais en moi. On m'expliquait que si j'étais dans le mal-être, c'était pas moi le fautif, mais c'était parce que le système opprimait les gens comme moi, c'est-à-dire les Français de souche. Et dans cette mouvance identitaire, j'avais des ennemis à détester et des objectifs à poursuivre. Je devais défendre ma communauté et la nation française contre l'armée d'invasion étrangère. À contre-cœur, j'ai décidé de revenir à Paris et de m'orienter vers un travail administratif. J'ai quitté un univers où j'avais toutes mes attaches pour un univers radicalement différent, où je ne serais pas sûr de pouvoir m'intégrer, le monde du travail. Je voyais ça comme possiblement un retour aux années scolaires, où j'allais me faire chier comme un rat mort, où je serais seul et mal dans ma peau. Après une période d'inactivité, j'ai commencé le boulot et comme prévu ça ne me plaisait pas. Les conditions de travail étaient médiocres, c'était un bâtiment pourri dans une cité de banlieue parisienne. Les logiciels et les équipements marchaient une fois sur deux, il y avait des rodéos à scooter en bas de nos fenêtres, des gens qui entraient par effraction dans le parking du bâtiment, des menaces de mort à l'accueil, bref. Je détestais tellement ce travail que j'ai failli faire ma demande de démission, mais si je l'avais fait ça aurait été le RSA. À cette période j'étais très énervé, très arrogant, très con, très déprimé. J'étais coincé dans une situation qui ne me plaisait pas, j'avais dû tirer une croix sur mes rêves et j'arrivais pas à accepter cette réalité. J'étais réceptif aux idées extrêmes parce que j'en voulais au système et je projetais la rancœur que j'avais sur les étrangers, sur la gauche, sur l'État français. J'ai personnellement jamais participé à des actions violentes, j'ai pas été dans des gangs, ni dans des partis politiques, mais il n'est plus nécessaire de faire partie d'un groupe organisé aujourd'hui, si on veut rentrer dans l'extrême droite. Avec l'internet tout peut être décentralisé. J'étais un simple type sur internet, en interaction avec d'autres sympathisants du mouvement. On débattait, on relayait des idées, on s'insultait. On insultait et on rabaissait nos ennemis. On faisait de l'apologie d'actions violentes. On se connaissait pas et on n'avait pas de hiérarchie. Si l'un d'entre nous se faisait attraper par la justice, parce qu'il allait trop loin, c'était son problème. Si des types avec les mêmes idées que nous allaient commettre des ratonnades, c'était pareil. On n'avait pas de lien avec eux, on n'était pas responsables. On les connaissait pas et de toute façon on leur avait jamais donné d'ordre, donc on n'avait aucun rapport avec ces types-là. La vérité, c'est que c'est pas parce qu'on agit dans un monde virtuel qu'on n'a pas d'impact concret sur le réel. Avant de commettre des attentats, les Dylan Roof et les Brenton Tarrant étaient uniquement des internautes. Les idées qu'ils ont exprimées dans leur manifeste ne proviennent pas du vide intersidéral, elles proviennent d'interactions avec d'autres personnes. À l'extrême droite, on nous recommande souvent d'aller s'acheter des armes, soi-disant pour se protéger contre l'insécurité, en prévision d'un effondrement de la société qui serait inévitable à cause de l'immigration. Forcément, quand au quotidien c'est de parler de guerre civile, sur démocratie participative et jeuxvideo.com, de consommer des vidéos d'agression ultra-violentes sur F2souche, tu considères la France comme un coupe-gorge, comme un territoire en état de siège par une armée d'envahisseurs. Le cheminement logique de tout ça, c'est que tu vas dans un stand de tir, tu valides une licence et tu vas t'acheter des calibres, parce qu'on sait jamais au cas où. J'ai acheté plusieurs flingues que j'ai gardées 3 ans avant de tout revendre. Dans mon cas, c'était pas seulement un délire paranoïaque d'autodéfense, c'était aussi que j'allais très mal mentalement et que j'avais souvent des pensées suicidaires. Et que s'il fallait en finir, ce serait beaucoup plus efficace avec un 38 spécial plutôt qu'avec une boîte de médoc.
Ceci pour illustrer que, au-delà des affrontements puérils sur le net et de l'incitation à la haine, ça aurait pu finir de manière tragique. Je n'ai rien tiré de positif de mon passage par l'extrême droite, parce que c'est un mouvement qui n'apporte rien, à part pour une poignée d'influenceurs et d'arnaqueurs qui ont flairé une opportunité de se faire de l'argent. C'est un collectif qui essaie de nous convaincre que la vie c'est l'enfer sur Terre. La nature c'est la compétition, c'est la guerre permanente, c'est le darwinisme social, c'est l'insécurité, c'est voir des ennemis et des traîtres partout, c'est une vision apocalyptique de l'avenir de l'Occident. C'est une négativité qui est extériorisée contre tout le monde, contre les étrangers, les gauchistes, les modérés, parfois contre notre propre communauté. Des fois on regarde une vidéo de Français de souche qui se font agresser par des racailles et on commente des trucs du style j'en ai plus rien à foutre, ils avaient qu'à mieux voter, ça va leur ouvrir les yeux, c'est des fragiles de toute façon, ils avaient qu'à porter leurs couilles et se défendre. On n'a même plus de compassion pour ceux qui sont censés être nos frères. Sur internet on dénigre les autres, on se moque de leur malheur, on harcèle, on intimide, on menace de mort. Ceux qui traduisent la violence dans le réel en action physique sont une minorité, mais ça ne veut pas dire que la majorité n'est pas dangereuse non plus. Car c'est pas seulement une question de qui appuie sur la gâchette, de qui tabasse, c'est aussi la question de savoir qui a préparé le terrain au passage à l'acte, parce qu'il n'y a pas de loup solitaire chez nous. Un radicalisé n'est jamais seul. Avant de passer à l'action, il évolue intellectuellement dans le cadre d'un mouvement, d'un collectif. Anders Breivik a agi seul. Pourtant, il a eu une multitude d'interactions avec d'autres individus, avant de passer à l'acte. Il a rencontré des blogueurs qui l'ont averti sur le danger du marxisme culturel, il a appris l'existence du complot de l'Arabie, qui serait un projet d'invasion de l'Europe par les immigrés musulmans, avec le soutien des élites européennes. Il a trouvé une communauté avec les mêmes idées que lui sur les forums Stormfront et Gates of Vienna. Les idées extrêmes paraissent beaucoup moins délirantes quand on est dans un entre-soi, avec des centaines d'autres utilisateurs, quand on lit quotidiennement des gens cautionner la violence, parfois de façon dissimulée, parfois de façon explicite. Car c'est ça la finalité de ce mouvement, dont on fait partie, produire des gens qui traduiront les mots en actes. J'ai été membre de ce collectif, même si j'en ai pas été un bras armé, plutôt un bras cassé à vrai dire. Par la suite, j'ai conservé des idées d'extrême droite pendant plusieurs années, tout en essayant de les concilier avec une position démocratique et non violente, ce qui était une hypocrisie non assumée car il était clair que la réimmigration que je souhaitais des étrangers dans leur pays d'origine n'allait pas se faire efficacement par des moyens légaux et constitutionnels. J'ai fini par comprendre que le seul cheminement logique de mes idées, ça allait être soit d'accepter la dictature, soit d'encourager le terrorisme, que s'il existait quelque part une extrême droite modérée, ça n'était pas celle des discours de guerre civile et de menaces civilisationnelles d'un Éric Zemmour ou d'un Renaud Camus, que je baignais dans un milieu d'hypocrisie et de violence larvée, et que j'étais dans une impasse. Ce premier épisode constitue une introduction pour poser les bases de ma démarche. Dans les épisodes suivants, je vais essayer de dresser un état des lieux de ce mouvement, sur lequel on parle beaucoup mais qui est assez mal connu. Puis je répondrai aux questions qu'est-ce qu'on y recherche, qu'est-ce que l'extrême droite propose pour attirer les individus, comment on entre dans le mouvement, par quel médium de propagande, et enfin comment on peut en sortir. Je me baserai à la fois sur mon cas personnel pour répondre à ces questions, et sur les exemples d'autres personnes radicalisées, dont certaines ont depuis quitté le mouvement. Je prétends pas être un expert, je suis juste un mec qui fait des vidéos sur un ordi, mais je pense que mon témoignage peut apporter quelque chose, parce que c'est rare que quelqu'un qui a connu le mouvement de l'intérieur en parle, et c'est encore plus rare quand il s'agit d'activisme sur internet. La plupart des témoignages de repentis proviennent de personnes qui étaient dans des gangs ou dans la scène musicale néo-nazie, mais il y a très peu d'anciens radicalisés de l'internet qui prennent la parole. Et j'espère que ça pourra aider d'autres gens qui peut-être hésitent à prendre leur distance avec l'extrême droite, ou simplement des personnes qui font de la recherche documentaire à ce sujet. J'ai décidé d'effectuer ce travail parce qu'il est nécessaire, parce que je suis convaincu aujourd'hui que les dysfonctionnements de la société peuvent et doivent être résolus par des moyens légaux et démocratiques, parce que le succès grandissant que rencontre l'extrême droite dans l'espace médiatique et virtuel n'amènera rien, si ce n'est plus de dysfonctionnement, plus d'arbitraire, plus de violence. Et parce que faire comme si de rien n'était, regarder ailleurs alors que j'ai eu tout ce parcours, ce serait une attitude qui serait irresponsable et qui serait lâche. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode, je mettrai un lien vers le suivant, qui sera une analyse de ce à quoi ressemble l'extrême droite aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Tous les avis sont bons à prendre. Je vous souhaite une très bonne journée et une excellente année 2024.